troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Dossou-Youvo, consultant en politique de développement, et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daoud Attal. Et tout de suite dans l'actualité économique, au Tchad, les mesures d'austérité prises par le gouvernement continuent d'être décriées. Parmi celles-ci, notamment la réduction des primes des agents de l'État et la suspension des bourses d'études. Des mesures que les autorités jugent pourtant nécessaires dans le contexte d'effondrement des prix des matières premières. Habib Faye. La colère gronde chez les Tchadiens. Les mesures d'austérité prises par le gouvernement ont provoqué des protestations dans tous les secteurs d'activité. Pour relancer l'économie intérieure, le gouvernement entend aujourd'hui négocier le rachat par les banques de sa dette vis-à-vis des entreprises locales. Cette dette intérieure est estimée à 700 milliards de francs CFA. Nous avons des problèmes au niveau de notre finance. Et je crois que pendant longtemps, les gens n'ont pas suivi de près les problèmes de recouvrement. Aujourd'hui, il y a un comité qui est mis en place qui essaie de voir les sociétés qui n'ont pas payé leurs taxes et les impôts au niveau de toutes les recettes, même douanières, etc., qui n'ont pas été payées régulièrement. Il y a des valeurs aussi qui ont été minorées. Confronté à une baisse drastique des revenus pétroliers et des recettes fiscales, le gouvernement tchadien a pris plusieurs mesures. Parmi elles, la réduction des indemnités et primes des agents de l'État. Il s'agit aujourd'hui pour l'État de combler un gap de 400 milliards de francs CFA entre les recettes et les dépenses prévues en 2016. Un autre chantier important, la lutte contre la corruption. On connaît très bien quels sont les détourneurs de ces pays, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur place, quelle que soit leur position politique, etc. etc. Il faut qu'effectivement l'État arrive à ce que ces messieurs-là retournent à l'État ce qu'ils ont volé. C'est ainsi que les enfants pourront repartir à l'école. C'est ainsi que ceux qui aujourd'hui sont en train de mourir de maladies pourront avoir des ressources pour se soigner, etc. etc. Le fait que ces messieurs-là volent de l'argent, c'est un vol de l'argent essentiellement pour s'enrichir. Et il y en a aussi qui construisent des immeubles à l'étranger, etc., etc. Quelles sont les conséquences actuellement? En fin juin 2016, les services fiscaux tchadiens n'avaient pas atteint 30% de recouvrement des impôts et taxes. Une réalité qui a rendu la situation économique difficile malgré l'appui budgétaire de 96 millions de dollars accordés par les bailleurs de fonds. Serge Dossou-Youvo, y avait-il d'autres solutions pour le gouvernement que ces mesures d'austérité? Oui, je pense que réduire simplement la rémunération ou les primes des agents ne résout pas les problèmes. C'est-à-dire si, pendant qu'on fait ça, pour dire aux gens vous devez faire des sacrifices, on ne fixe pas des termes à ces agents en leur disant ce n'est que pour un temps parce que nous sommes en train de réfléchir à d'autres solutions de diversifier l'économie et de ramener de nouveaux investisseurs, forcément il n'y a aucune perspective, les gens ont raison de crier. L'État tchadien, surtout quand on a assisté à la récente investiture du président Idriss Déby, doit réfléchir à d'autres solutions pour diversifier l'économie, ramener de nouveaux investisseurs, créer de nouvelles activités. On ne peut pas simplement s'en tenir à une baisse des primes des agents et espérer que la conjoncture internationale quelles sont remonte. Justement les solutions qui s'offrent à un pays comme le Tchad avec une dépendance pétrolière aussi importante? Oui, je pense qu'aujourd'hui, bon, je ne dirais pas que c'est un peu tard, mais la dépendance pétrolière, on ne la connaît pas d'aujourd'hui. Ça fait quelques années déjà qu'on annonce la baisse du prix du pétrole. Une économie qui reste uniquement arrivée sur cette énergie ne peut arriver que dans la situation où il y a de nombreux chantiers à ouvrir au Tchad. Quand on fait venir des investisseurs, ils viennent avec de l'argent, ils viennent avec des moyens techniques, ils viennent avec des moyens financiers. Et c'est une manière de rebooster l'économie en interne et de permettre aux gens de lancer des activités. Il y a le numérique également qui prend un pas énorme. C'est également un secteur qu'on peut utiliser. On a parlé de l'agriculture. Quand nous avons eu l'investiture du président Idriss Déby, il a parlé de toutes les terres arables qui sont ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans ces choses de manière à ce que, oui, dire aux gens aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de satisfaire tout de suite vos besoins, mais ça ne va durer qu'un temps parce qu'il y a tel et tel chantier qui sont lancés et que d'ici 1 an et demi, 2 ans, l'oxygène va revenir et que nous allons pouvoir tous vivre et vivre longtemps parce que nous aurons diversifié nos sources de revenus. Effectivement, ce sont des solutions envisageables. Jean-Marie, l'amorce de la diversification économique, elle a été trop tardive au Tchad? C'est pas qu'au Tchad. Dans tous nos États africains, c'est-à-dire il y a un manque criard de prospective économique. C'est-à-dire nous nous réveillons toujours face aux problèmes. C'est comme si ces problèmes-là n'étaient pas connus à l'avance.
chaque économie en Afrique, c'est-à-dire, est dépendante de quelques secteurs. Ce n'est que ces derniers temps que la diversification essaye d'arriver. Je comprends bien, le Tchad, c'est un pays sahélien, c'est une chose. Mais il faut mettre en place des stratégies agricoles qui sont adaptées parce que le problème dont Serge soulevait tout à l'heure là, le problème du Tchad ne date pas uniquement, comment dirais-je, de ces dernières années par rapport au pétrole. Ça a commencé par l'assèchement complet du lac Tchad en tant que tel, ce qui pose des problèmes énormes aux populations riveraines du lac Tchad. Donc, l'État aurait pu anticiper. Vous avez l'agriculture, vous avez l'élevage. L'élevage, si vous voulez, est un secteur sur lequel le Tchad, la RCA sont des pays qui sont très, très spécialisés là-dedans. Mais pourquoi ne pas mettre les moyens nécessaires pour pouvoir booster ces filières-là dont dépend de la majorité de la population? Ça permet aux gens d'avoir un pouvoir d'achat propre et qui est beaucoup plus important. Et d'autant plus que le Tchad a la capacité de pouvoir exporter, si vous voulez, les produits de l'élevage qu'il produit relativement bien. Mais malheureusement, bon, on n'a pas fait suffisamment de prospective pour anticiper les choses. Merci. Dans l'actualité également, en marge de la 25e édition de la Foire internationale de Dakar, le Maroc et le Sénégal renforcent leur coopération économique et commerciale. Le Centre marocain de promotion des exportations, Maroc Export, et la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar ont signé une convention de partenariat. C'était ce lundi 5 décembre. Ibrahim Adjoumaba. Le Maroc continue sa conquête du marché africain. Très fortement représenté à la 25e édition de la Foire internationale de Dakar, le royaume chérifien, à travers le Centre marocain de promotion des exportations, a signé lundi 5 décembre une convention de partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar pour booster les échanges avec le Sénégal. La signature de cette convention avec la Chambre de commerce, elle vient renforcer le tissu de coopération entre le Maroc et le Sénégal, et particulièrement entre Maroc Export et les agences de promotion sénégalaises. Cela nous permettra d'être beaucoup plus efficaces dans nos actions d'accompagnement des entreprises, et particulièrement de la petite et moyenne entreprise qui va chercher à créer des partenariats gagnant-gagnant entre le Maroc et le Sénégal. Elle a besoin d'informations, elle a besoin de sensibilisation, elle a besoin de formation sur ces marchés, elle a besoin d'accompagnement sur le terrain, et que grâce à ce réseau qui vient de se renforcer aujourd'hui, elle aura beaucoup plus de chances à penser Afrique et à penser Made in Africa. Le Sénégal est l'un des partenaires commerciaux stratégiques du Maroc au sud du Sahara. Depuis près d'une décennie, les autorités sénégalaises ont élaboré des politiques incitatives pour les entreprises étrangères, en favorisant la création de richesses et d'emplois au niveau local. Essayer de passer d'un stade aujourd'hui de production de matières brutes à un stade de transformation de produits, je ne dirais pas quasiment finis, mais au moins semi-finis, ce qui permettait de créer de la valeur ajoutée locale et donc créer des emplois localement et permettre à nos jeunes de rester sur place pour le faire. Au niveau en tout cas du Sénégal, nous avons créé un certain nombre de mécanismes qui permettent aux entreprises d'abord pour s'installer de le faire très rapidement, ensuite de profiter d'un plan extrêmement avantageux en termes de fiscalité, et puis ensuite de pouvoir avoir des organismes de suivi comme la Chambre de commerce pour les aider à résoudre leurs problèmes au jour le jour. 24 entreprises marocaines prennent part depuis le 24 novembre à la 25e FIDAK qui s'achèvera le 9 décembre 2016. En 2016, le Sénégal est le premier partenaire économique du Maroc en Afrique subsaharienne, avec des échanges commerciaux chiffrés à 400 millions d'euros au cours de l'année 2015. Daouda, selon Maroc Export, en 2016, le Sénégal est le premier partenaire économique du Maroc en Afrique subsaharienne. C'est une coopération gagnante entre ces deux pays? Oui, je le crois parce que les relations entre le Maroc et le Sénégal sont des relations historiques, donc ça date pas d'aujourd'hui. On parle de relations séculaires et les hommes d'affaires et les entrepreneurs des deux pays en ont profité pour vraiment fluidifier cette relation. Si vous allez à Dakar, vous allez trouver des entreprises marocaines qui travaillent dans le bâtiment, notamment dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il y a Attijari Wafa Bank qui aussi a même un petit peu poussé vers la sortie progressivement les banques historiques françaises qui étaient là, B6, affiliées à la BNP Paribas et la Société Générale, qui ont perdu des parts de marché quand les Marocains sont arrivés dans le secteur bancaire au Sénégal. Parce que peut-être la stratégie est différente. Simplement,
les Marocains ont une stratégie qui s'adresse beaucoup plus fluide en termes de procédures, etc. vis-à-vis de la population, l'accessibilité, je pense. Bon, en matière commerciale également, on peut, bon, la FIDAC, cette foire, en est un exemple. Il y a les services, le bâtiment, tout ce qui est ameublement, etc. Bon, il faut dire que ces deux pays qui sont... Le Sénégal est à 95% musulman. Bon, le Maroc, on le sait, est un pays musulman aussi, le Royaume. Donc, je pense que culturellement, il y a des ressemblances qui facilitent les affaires entre les deux pays. Et puis bon, récemment, on le sait aussi que le Sénégal est une priorité pour le roi Mohamed VI. Il y était récemment, il est resté une semaine, accompagné non pas par le président, mais par le Premier ministre, parce que Macky Sall était déjà à l'étranger. Bon, bref, je pense que le Sénégal gagne également dans ça, parce que... Alors justement, quels sont les intérêts pour chaque pays à collaborer ensemble, à coopérer ensemble? Bon, les intérêts, c'est en termes... Bon, le reportage l'a rappelé, le Sénégal est le premier partenaire commercial du Maroc en Afrique subsaharienne. Vous avez un certain nombre d'entrepreneurs sénégalais qui vont au Maroc, qui achètent un certain nombre d'objets, de marchandises, qui viennent revendre dans le pays. Bon, par contre, ce que je regrette, c'est que peut-être qu'on pourrait plus, si le Sénégal avait une industrie beaucoup plus développée, il pourrait exporter des produits manufacturés, par exemple, vers le Maroc. Ce serait davantage intéressant. Mais en matière commerciale, ça va vraiment dans les deux sens. Maintenant, bon, de là à penser que la relation n'est pas équilibrée, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que le Sénégal sait bien faire respecter ses intérêts aussi. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. L'économie sud-africaine a enregistré une croissance de 0,2% au troisième trimestre 2016 contre 3,5% au trimestre précédent. 4 secteurs se sont contractés, à savoir l'industrie manufacturière, l'électricité, le commerce et l'agriculture. Serge Dossou-Youvo, l'économie sud-africaine est toujours sur la pente descendante. Comment expliquer qu'elle n'arrive pas à se relever? Mais je crois que c'est une conjoncture internationale qui fait que... vous avez cité les 4 secteurs là, qui se sont contractés, qui sont des secteurs traditionnels, des secteurs sur lesquels, je dirais, on arrive au bout du rouleau, et que naturellement, pour qu'une économie reparte, il faut inventer de nouveaux modèles. Et je crois que les Sud-Africains sont connus pour rebondir. C'est l'une des premières, sinon la première économie du continent. Moi, je ne désespère pas. Je pense qu'il y a des sujets, des questions politiques qui occupent la scène pour le moment, mais qu'un travail se fait et que vraisemblablement on peut espérer... Mais alors, l'Afrique du Sud a quand même plus modestement rebondi que les autres pays émergents qui ont également connu une récession en 2009. Est-ce que ce n'est pas inquiétant quand même? Oui, c'est inquiétant dans la mesure où quand la tête du wagon commence à ralentir, on peut s'imaginer que tout le train va aller moins vite. Mais en même temps, s'ils sont tête de wagon, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont une capacité reconnue et avérée pour rebondir. On peut remarquer la même chose sur le Nigeria, qui était la première économie l'année dernière, et qui cette année aussi connaît une... j'ai envie de dire que le repli que l'on remarque est proportionnel, en fait. Alors, ce n'est pas cristallisé sur l'Afrique du Sud, et que ce n'est que le mouvement d'ensemble général que l'on remarque. On ne peut pas être dans un contexte difficile et espérer qu'un pays tout seul, parce que on ne commerce pas tout seul, on commerce avec on échange avec des voisins, avec des partenaires économiques et commerciaux. Donc nécessairement, si ça se passe moins bien chez les autres, il y a forcément un impact chez soi. Jean-Marie, rapidement, est-ce que les scandales politiques ont des répercussions sur cette économie sud-africaine? Si. Les scandales politiques ont des répercussions sur l'économie sud-africaine, tout simplement. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'économie, généralement, n'aime pas les déstabilisations, que ce soit des déstabilisations dont nous parlons souvent des guerres. Et vous avez aussi ces déstabilisations politiques-là, dans la mesure où vous n'avez pas un chemin relativement clair. Aujourd'hui, le président sud-africain, c'est-à-dire on ne sait pas exactement là où va la République sud-africaine. Tout simplement pourquoi? Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, vous avez eu tout un débat qui a eu lieu en Afrique du Sud,
entre la Banque centrale sud-africaine et le gouvernement. Donc, dès l'instant que vous avez des investisseurs qui sont un environnement économique qui n'est pas très sécurisé, parce que la conjoncture dont parle Serge là, elle joue, c'est vrai que cette conjoncture la joue, mais quelque part aussi, vous avez les comportements, si vous voulez, des agents économiques qui regardent ce qui se passe à l'intérieur de l'Afrique du Sud au niveau, sur le plan politique. Et ça, c'est très important. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré au régime de retraite sur le continent. Serge Dessous-Youvo, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Jean-Marie, merci également. Bonsoir Fanny, bonsoir à tout le monde. Et Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, plaisir renouvelé et partagé. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.